L'épidémie du Covid-19 n'a fait qu'accélérer un mouvement déjà initié depuis un certain temps, la transformation des parcours de soins. Même si tous les médecins ne l'ont pas emprunté au même rythme et n'avancent pas à la même vitesse. Le docteur Ludovic Moy, gynécologue, semble avoir pris de l'avance. Quant à Jean-Marie Dunant, directeur des activités e-santé de DocApost, il ne cesse de l'améliorer pour faciliter la vie des soignants. David, je vous laisse les interroger. Alors Jean-Marie, je crois que tu es presque un historien en fait du numérique en santé, hein, parce que finalement, tu as vécu un peu toutes les étapes de la montée en puissance de ce sujet ces dernières années. Du coup, on pourrait presque faire appel à cette vision historique. Si tu regardes dans le rétroviseur, quelles sont les grandes étapes, selon toi, de cette évolution du numérique en santé ? Alors c'est vrai que ça fait plus de 15 ans que j'interviens dans le numérique en santé. Le constat que je fais moi aujourd'hui, c'est que le numérique en santé est devenu une réalité, à la fois pour les patients, mais également pour les professionnels de santé. On l'a vu dans les interventions des autres personnes lors des tables rondes. Aujourd'hui, on a des services de e-santé de qualité, que ce soit la téléconsultation médicale, la télésurveillance médicale, des services d'information et d'orientation dans le système de santé, que ce soit des services de préadmission hospitalière ou de suivi post-hospitalisation. On a nous-mêmes mis en place des services comme maladiecoronavirus.fr en mars pour faire face à la première vague du virus. On a développé des services de préadmission hospitalière avec Elsan, un premier groupe de cliniques privées en France. Et effectivement, ces dernières années, ces quelques 2 décennies, ont vu une forte évolution. Je me souviens en 2003-2004, les premiers services autour du WAP, sur son téléphone mobile, avec une connexion Bluetooth qui marchait plus ou moins, avec les problématiques d'appairage. Voilà. Aujourd'hui, on en est à ce stade-là parce qu'il y a eu un fort développement de l'Internet, un fort développement du haut débit, des smartphones, des tablettes, et du coup, la technologie est devenue une commodité. Ça a accompagné le développement de l'Internet, en fait, finalement. Ouais, c'est né il y a 2 décennies. Aujourd'hui, on a vraiment... la technologie, elle est là. Elle continue à évoluer, on parle beaucoup de 5G, etc. Et puis les services sont là aussi. Ça a pris énormément de temps, il ne faut pas se le voiler. Le décret télémédecine qui encadre les activités de télésuivi médical, de téléconsultation, etc., il est paru en 2010, il y a plus de 10 ans. Donc la difficulté qu'il y a eu, c'était effectivement de mettre au point la technique, bien sûr. Aujourd'hui, ça fonctionne techniquement. Il y a eu le sujet de faire évoluer la réglementation, parce que les activités de soins à distance, elles n'étaient pas prévues après-guerre. Donc le cadre réglementaire est quand même très contraignant en France sur la partie santé. Aujourd'hui, il y a 2 drivers qui sont très forts. Il y a à la fois les patients qui sont très demandeurs de ces technologies-là. Et effectivement, la crise de Covid, le confinement, on est enfermé chez soi. Comment je peux diagnostiquer d'une certaine manière les symptômes que j'ai, quelle conduite à tenir, etc. On l'a vu avec maladiecoronavirus.fr, plus de 13 millions de personnes ont utilisé le service. Et ça a permis de faire chuter la pression au niveau du 115, des appels secours, etc., de plus de 20%. On l'a vu aussi dans le déploiement des services ADEL, donc le compagnon digital intelligent qu'on a développé pour Elsan, un groupe de cliniques privées, pour accompagner le patient lors de son hospitalisation et en suivi post-hospitalisation. Aujourd'hui, il y a une forte attente des patients là-dessus. Mais on voit aussi que les professionnels de santé, et on laissera la parole à Ludovic, se sont aussi appropriés ces outils-là. Et c'était une nécessité que les professionnels de santé deviennent acteurs aussi. Et c'est vrai que la crise du Covid, face à l'urgence sanitaire, a été aussi un déclic, un déclencheur. Je voudrais juste votre avis sur cet historique qui a été fait. À partir de quand, vous, en tant que médecin, vous avez commencé à vous intéresser à cette technologie qui arrivait? Juste pour savoir. Alors, nous, on s'est rencontrés presque par hasard il y a 3 ans et demi à peu près. On a l'impression que c'était le début. On parlait de choses qui étaient encore peu concrètes. La téléconsultation, je me suis intéressé il y a 1 an et demi à peu près. Il y avait eu le concours de télémédecine. Et c'est là où on avait l'impression d'être un peu précurseur. Et puis d'un coup, le Covid est arrivé. Et puis c'est devenu quelque chose de banal, la téléconsultation. Maintenant, c'est rentré dans la pratique courante. Ça n'a plus rien d'innovant. Mais c'est vrai que les médecins sont arrivés très tard par rapport à toutes ces équipes qui travaillaient depuis très très longtemps. Ah oui, bien sûr. Alors après, je pense que les patients sont totalement demandeurs maintenant. Les médecins... C'est variable. Il y a des médecins qui sont tout à fait intéressés, d'autres qui font encore la résistance. Et je crois qu'un des boulots, c'est à la fois de les rassurer et puis de les mettre en garde aussi sur les risques. On va revenir après sur ces sujets-là.
Mais du coup, donc là, on voit que la technologie est prête, hein, c'est presque devenu une commodité, on le voit bien, on a même la 5G qui arrive, d'ailleurs qui devrait permettre aussi de rendre encore plus robuste la promesse de confiance avec les outils digitaux, avec son côté déterministe. Je sais, si je donne une instruction médicale qui va être exécutée, dit autrement. Mais du coup, où est-ce qu'on en est des usages? Est-ce qu'on n'est pas encore une fois, avec une technologie qui est un petit peu avant le reste? Alors, les usages se développent, comme je disais, la technologie aujourd'hui elle est là, les services là, on a des services émergents que j'ai cités qui se développent énormément. Il y a aussi quand même le sujet de la réglementation qui est très, très prégnant, et puis des modèles économiques. Et on le voit d'ailleurs sur la téléconsultation médicale, tant qu'il n'y avait pas de prise en charge, hein, personne n'y allait, même si les services étaient là. Moi j'ai lancé les premiers services de téléconseils médicaux depuis le téléphone en 2009, juste après la sortie du décret télémédecine. Et finalement, ça a pas beaucoup changé l'usage entre ce que tu as pu, ce que vous avez pu faire? Les usages ont été progressifs. Le meilleur exemple, c'est que fin 2019, on avait à peu près 30 000 téléconsultations par mois. Et effectivement, avec la première vague du Covid, on est passé à 4 millions de téléconsultations. Donc la techno était prête. Donc c'est vraiment l'usage. Oui. Hein. Alors, encore que, ça paraît énorme, 4 millions de téléconsultations. Et je pense qu'on va terminer l'année à 14-15 millions de téléconsultations, surtout 2020. Mais ça représente que 3 à 4% des consultations médicales en France. Il y a à peu près 400 millions. Oui, mais est-ce qu'il faut aller plus loin? C'est pas sûr. Il n'y a pas que la téléconsultation. Alors pour vous, dans votre cabinet, en pratique, ça représente quoi, toute cette nouvelle technologie aujourd'hui, et combien de temps de votre activité? La nouvelle technologie, c'est plus une nouvelle technologie, la téléconsultation, donc on ne peut même plus la présenter comme ça. C'est un outil parmi d'autres. Voilà. Ces outils relativement récents, ça représente 20-25% de ma journée de consultation en moyenne maintenant. D'accord. Alors moi, je prends en charge quasiment que des femmes relativement jeunes, donc ça représente un biais de recrutement. Mais comment vous répartissez? Vous avez des patientes que vous voyez une fois en présentiel, puisque c'est le mot qu'on emploie maintenant, et vous les suivez après en téléconsultation. Ça se passe comment en pratique, votre changement de comportement? Totalement simplement, c'est pas moi qui leur demande, ce sont elles qui s'inscrivent en téléconsultation ou en présentiel. Il n'y a pas d'enrôlement. Il n'y a pas d'enrôlement, voilà. Il y a une nécessité de les voir de temps en temps, il y a parfois pas nécessité de les voir physiquement, donc ça peut se faire en téléconsultation, il n'y a aucun problème. C'est devenu un outil banal, quoi. Mais en 6 mois. Oui. Ça a été très, très rapide. C'est pas vous qui décidez en disant « Madame, cette fois, j'ai besoin de vous voir ». Je leur dis la prochaine fois, vous pouvez utiliser la téléconsultation. Comme elles viennent d'assez loin, comme elles peuvent venir d'assez loin, c'est un gros avantage pour elles. J'ai aucun avantage, moi, à faire la téléconsultation. C'est un service que je propose aux patients. Moi, j'ai pas d'avantage. C'est même un petit peu plus long parfois pour obtenir la connexion, pour générer des ordonnances sécurisées. C'est parfois un petit peu plus long que les imprimer. Elles sont plus fiables aussi, les ordonnances. Mais du coup, ça m'interpelle quand même, Ludovic, parce que vous dites il faudrait peut-être pas aller plus loin. Effectivement, on a vu un gros emballement. On sait quand tout d'un coup on passe d'un extrême à un autre, est-ce que le balancier ne va pas trop loin? Est-ce qu'il faut revenir un peu en arrière? Non, je pense pas. Je pense que ça va s'équilibrer tout seul. Ça va s'équilibrer. Oui, il n'y a pas de souci. Non, ce qu'on attend, c'est le reste. C'est ce qui va être vraiment les outils numériques. On va utiliser des masses d'informations numériques qui pourront nous aider à faire du diagnostic, peut-être, à améliorer les choses. Là, ce sont des outils. Par exemple. On a l'impression d'avoir des outils technologiques, mais pas encore des choses d'intelligence. Qu'est-ce que vous voudriez là demain, comme ça, le Père Noël? Qu'est-ce qu'il doit vous apporter? C'est la saison, il faut en profiter. Oui, c'est la saison, c'est bientôt. Oui. Surtout qu'il va passer cette année en plus. Mais alors, ce qu'il faudrait, c'est de l'intégration de données pour pouvoir en sortir des données fiables. Un peu ce qui s'est passé avec le Covid. On a pu utiliser des informations épidémiologiques, géographiques, pour prédire un peu les choses 2 à 3 semaines avant. C'est un peu ce qui devrait se faire dans d'autres pathologies. Par exemple, dans quelle pathologie? Quelque chose de très concret. Alors là, je m'adresse au visionnaire faiseur. Visionnaire, je ne sais pas. Faiseur peut-être. Concrètement, c'est quoi le prochain sujet? Alors moi, dans mon domaine, ce que j'aimerais mettre en place, c'est une solution un peu comme celle qui a été utilisée pour la Covid, pour les femmes atteintes d'endométriose. Ça représente 10% des femmes en âge de procréer, c'est énorme. Des femmes qui ne se sentent pas toujours écoutées, qui ne savent pas trop où aller. Et puis, ça représente tellement de pans de l'organisation. Ça intéresse les épidémiologistes, les nutritionnistes, les sociologues, parce que ça représente des arrêts de travail, des problèmes d'organisation. Qu'est-ce que c'est l'endométriose? L'endométriose, c'est une maladie qui intéresse donc les femmes, qui est en gros de la greffe de tissu d'endomètre qui va se greffer à l'extérieur de l'utérus. Donc ça, c'est la définition histologique. Et ça va entraîner en gros 2 problèmes, des douleurs et ou une infertilité.
Voilà. Et donc, ce sont des prises en charge chroniques avec de multiples facettes qui peuvent entraîner des gros problèmes de douleur, de chirurgie très délabrante, et des femmes qui parfois n'ont pas l'impression, des récidives, et des femmes qui ne savent pas forcément à qui s'adresser et à qui elles ne savent pas exprimer l'ensemble de leurs problèmes. Voilà. Et donc, je pense que le numérique, là, enfin une vraie utilisation numérique, ce serait de globaliser l'ensemble des données et que des spécialistes de différents domaines puissent y trouver des choses pour améliorer la... C'est étonnant pour une maladie qui touche 10% des femmes que vous soyez tellement en manque de données. Parce que comme elle est assez sectorisée en silos un peu par spécialité, on a ceux qui s'occupent de la douleur, ceux qui s'occupent de la fertilité, ceux qui s'occupent de plus sous les autres en socio ou en nutrition. Et donc l'intérêt d'avoir un outil... je ne vais pas dire globalisant, mais qui permettent d'abord aux femmes de s'exprimer, aux associations de patientes également, ça pourrait permettre justement de redistribuer les informations. Et là, le numérique, du coup, Jean-Marie, il est très important parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a de gros enjeux autour de la donnée de santé. On a plein de données un petit peu partout, donc arriver à réconcilier l'ensemble de ces données, reconstituer le parcours de santé d'un patient, d'un individu, avoir des algorithmes aussi qui analysent toutes ces données-là. Il y a de forts enjeux là-dessus. Alors, ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'il y a des enjeux de souveraineté derrière, il y a des enjeux de sécurisation d'accès à la donnée, parce qu'on est sur de la donnée très sensible, de la donnée intime, surtout sur vos patientes. Et donc, l'idée, c'est d'amener aussi le meilleur du numérique. Éviter aussi les travers. On parle beaucoup de ransomware, d'attaques, de piratage sur les données. On a la chance aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a une réglementation très forte sur l'hébergement des données de santé. De Caposte, La Poste est le premier hébergeur de données de santé en France, avec 45 millions de dossiers santé. C'est des données très sensibles, donc il faut faire attention qui peut y accéder, donc avec toute la traçabilité qui va bien. Mais effectivement, en analysant ces données-là, on peut proposer des diagnostics beaucoup plus pertinents, avoir un accompagnement plus personnalisé. On parle beaucoup de médecine 4P, médecine personnalisée, préventive. Voilà. Et le numérique apporte la capacité pour que le patient devienne acteur de sa santé aussi. À tout moment, depuis son smartphone, je vais pouvoir remplir un petit questionnaire, justement indiquer le niveau de douleur que je peux avoir après une opération, cocher certains symptômes. Et donc, ça permet au personnel soignant d'avoir une certaine réactivité et puis d'accompagner au mieux le patient. Parce que vous parliez tout à l'heure de rassurer les patientes, vos patientes. C'était les rassurer vis-à-vis des risques, notamment avec les données de santé qui ont toujours peur qu'elles circulent et que ça soit retrouvé, ou des risques vis-à-vis de leur pathologie, ou les deux? Non, plutôt les risques. Dans le numérique, c'est plus le risque de perdre la main sur ces données. Oui. Alors ça, il faut les rassurer. À l'inverse, il faut aussi les mettre en garde de ne pas les distribuer à tout le monde, quoi. Mais pour les médecins, c'est pareil. Pour les médecins aussi? Pour les médecins, c'est pareil. Il y a une sorte de naïveté, parfois, je pense, d'utilisation de sites ou même de mails ouverts. Ça veut dire qu'entre médecins, vous envoyez des informations qui pourraient être rattrapées par des gens éventuellement qui ne doivent pas y avoir accès? Oui, bien sûr. Les données, les messages cryptés, c'est pas encore utilisé. Les médecins sont pas prudents aujourd'hui, pas trop, pas assez. Pas assez. Finalement, pas plus ou pas moins que le reste de la population, d'une certaine manière. Sauf que ce sont des données qui sont encore plus sensibles et qui valent beaucoup d'argent. Et donc, du coup, il faut monter monter en puissance dans la sécurisation. Ouais. Quand vous dites qu'elles valent beaucoup d'argent, ça veut dire que quoi? Qu'il y a des chercheurs ou des industriels qui seront très, très demandeurs de ces données-là pour mener des recherches? L'argent, il est où, là? Elles sont valorisées, c'est tout ce que je sais. Moi, je ne suis pas acheteur, j'essaie de ne pas être vendeur non plus. Je ne suis pas vendeur non plus, mais elles sont valorisées. Si des grands groupes internationaux se mettent à faire entrent dans la santé, c'est pas pour rien. On parle de Google, par exemple? On peut parler de Google ou des autres. David, c'est un domaine que vous connaissez bien. Effectivement, on voit un engouement mondial pour la donnée de santé. Alors, pourquoi cet engouement? Est-ce que c'est que pour le bien de l'humanité? C'est une vraie question. C'est pas sûr. Ce que je trouve rassurant quand même, et là, pour le coup, Jean-Marie, je suis intéressé pour avoir ton avis, mais j'ai l'impression que c'est plus tabou maintenant de parler de ces sujets de souveraineté. On a entendu Dominique Pont lors des 3 sphères, Valérie Pécresse qui se sont exprimés sur le sujet. Il y a des projets comme ça européens qui naissent aussi sur cette thématique. Oui, tout à fait. Comme je disais... C'est plus un gros mot, la souveraineté. On a tous pris conscience que la donnée de santé était importante, que c'était de la donnée très sensible, intime, donc il faut la protéger. Mais importante parce que c'est en analysant ces données-là qu'on va pouvoir faire avancer la recherche médicale. Je prends l'exemple du site maladie-coronavirus.fr
qu'on a lancé en début d'année pour faire face à la première vague du virus. 13 millions d'utilisateurs, c'est une véritable étude clinique. Et donc, on a eu 13 millions d'utilisateurs qui ont utilisé le service, qui ont répondu au questionnaire. Dans un système souverain. Dans un système souverain, parce qu'effectivement, les données sont stockées sur les data centers de 2K Post qui sont en France, qui bénéficient de tous les labels, notamment certifiés hébergeurs de données de santé, avec toute la sécurisation qui va bien. Et en analysant ces données-là, qui sont anonymisées, bien sûr, effectivement, on peut prédire les pics d'évolution de l'épidémie, anticiper la décroissance. Et il y a une prise de conscience européenne maintenant, avec Gaia-X notamment, ce grand européenne, parce projet que, comme je européen. le dis, les pathologies, elles n'ont pas de frontières. Un patient dans le diabète, l'insuffisance cardiaque, etc., qu'on soit en France ou aux États-Unis, au Brésil, etc., c'est la même maladie. Après, il y a des systèmes réglementaires, des systèmes de soins qui sont différents, les modalités de prise en charge, etc., mais les maladies, elles sont universelles. C'est pour ça qu'on va donner le mot de la fin aux médecins. Je pense qu'on est au début d'une belle évolution. Il faut juste prendre le bon côté du numérique. Merci beaucoup, messieurs. Merci. À bientôt. Merci à vous.